Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons dans le cadre du prix lycéen du livre d'histoire qui a pour objectif de récompenser un livre d'histoire pour ses qualités scientifiques, sa lisibilité et son accessibilité. Ça permet aux lycéens de découvrir la recherche historique, contribuant à leur formation humaine, intellectuelle et civique. De plus, ce prix contribue au développement des compétences d'analyse et d'oral, amenant au débat par un dialogue entre lycéens au niveau régional ou même national. De nombreux lycées sont retenus. On a une soixantaine d'établissements scolaires en France et à l'étranger qui se réunissent pour le prix lycéen. C'est l'un des nombreux prix littéraires du festival Les Rendez-vous de l'Histoire. Ce prix reçoit le soutien de la DGESCO, de la CASDEN Banque Populaire, de l'espace culturel Leclerc de Blois, de la Revue de l'Histoire et des deux associations, les Clionotes et la APHG. Ce soir, nous recevons l'un des 5 auteurs des livres en compétition, Nicolas Tran. Bonjour Monsieur Tran, vous êtes l'auteur de La Plèbe, une histoire populaire de Rome, parue aux éditions Passé, composée en septembre 2023. Pourriez-vous présenter votre parcours de chercheur? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chercheur en histoire et à choisir la période de l'Antiquité romaine? Bonjour, merci beaucoup déjà de cette présentation. Et puis ce que j'en retiens, c'est qu'il y a 60 lycées dans lesquels on a lu mon livre et rien que ça, ça me fait plaisir pour la journée. Donc merci beaucoup de me le dire. Alors pour répondre à votre question, moi l'histoire, comme pas mal de mes collègues, en fait, je vais utiliser un grand mot, hein, c'est une vocation d'enfant. J'ai toujours aimé l'histoire et je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai découvert par la littérature historique pour enfants à 7 ans, 6 ans, 7 ans et au-delà. Et puis ensuite, après le lycée, j'ai voulu faire des études générales d'histoire. Alors, et puis, il y a un moment, quand on veut passer le cap et de se dire qu'on va essayer d'être historien, on se spécialise et on se choisit un sujet de recherche qui devient un sujet de thèse de doctorat. Donc, on y consacre parfois 4, 5 ans. Et moi, j'ai choisi l'histoire romaine parce que j'aimais le latin depuis longtemps aussi, parce que j'aimais le challenge intellectuel qui consiste à étudier des périodes très anciennes. Et donc, c'est ça qui m'a mené à l'histoire romaine. Et dès le début, alors j'ai étudié des milieux sociaux qu'on peut dire populaires. Moi, j'ai fait ma thèse sur les associations d'artisans et de commerçants dans l'Italie romaine et aussi au sud des Gaules. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire voilà, une étude non pas des grands personnages historiques, non pas des puissants, des aristocrates, mais les gens du peuple. Et ça a conditionné toutes mes recherches dans la durée, parce que le début de ma thèse, ça remonte à il y a plus de 25 ans, quoi, quand même. Et donc, il y a eu un moment où, alors, j'ai travaillé cette question seule, mais aussi avec d'autres collectivement qui avaient d'autres sujets que moi, d'autres spécialités, mais quand même on convergeait vers quelque chose. Et ça, au bout d'un moment, ça donne l'envie de faire une synthèse à la fois de ses propres travaux, mais aussi des travaux de ses collègues pour les présenter à un public plus large. Et alors, public plus large, ça peut être des spécialistes d'autres périodes, ça peut être le grand public, ça peut être vos professeurs d'histoire-géographie, et ça peut être vous, les lycéens. Donc voilà comment s'articule en fait mes recherches, ma spécialité de recherche, et puis le livre que vous avez eu entre les mains. Voilà. Quelles sont les différentes sources d'informations, qu'elles soient primaires ou secondaires, que vous avez consultées pour rédiger votre livre et comment avez-vous structuré les processus de recherche et d'écriture afin d'intégrer cette information de manière cohérente et pertinente tout au long de votre ouvrage? Alors, déjà, merci de reconnaître de la cohérence et de la pertinence dans mon ouvrage. Mais vous êtes juge, vous êtes juge. Alors ensuite, pour les sources. Alors effectivement, c'est une bonne question, les sources. Vous savez, pour vous donner une anecdote, j'ai une collègue qui s'est fait, qui est historienne aussi, qui s'est fait fabriquer un mug, une grande tasse pour le café, avec les deux questions qu'elle pose à ses étudiants. Il y a d'un côté source, point d'interrogation, et de l'autre, il y a marqué contexte, point d'interrogation. Comme ça, elle peut montrer à ses étudiants pour les interroger. Donc effectivement, la question des sources, elle est primordiale.
Alors, quelle source? Une manière de vous répondre, c'est de vous dire les sources les plus variées possibles. Parce que quand on fait de l'histoire, notre démarche consiste à faire feu de tout bois, c'est-à-dire prendre toute la documentation dans toute sa variété pour essayer de construire une réflexion individuelle, une réflexion historique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut un peu détailler les différents types de sources. On peut dire que d'abord, il y a des sources textuelles. Donc, on parle ici de l'histoire d'une ville et de ses habitants. Et certains des habitants de cette ville se sont exprimés, ont écrit des livres de toute nature, même parfois des poèmes, des très longs poèmes, où ils expliquent quel est leur quotidien. Donc ça, ce sont des sources qu'on dit souvent littéraires, c'est des sources qui sont venues jusqu'à nous par le biais des manuscrits, en particulier les manuscrits qui ont été recopiés à l'époque médiévale jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Et puis, parmi ces sources textuelles, il y a un autre type de documents, ce sont les inscriptions sur pierre, parfois les inscriptions sur métal, des inscriptions aussi sur des objets de la vie quotidienne, et ça peut être très varié. Et ça, c'est ma spécialité, hein, ce qu'on appelle l'épigraphie, c'est-à-dire l'étude des inscriptions. Antique en l'occurrence, latine pour être encore plus précis. Et ces inscriptions éclairent les milieux populaires de Rome, notamment à travers les pierres tombales qui nous parlent des familles romaines. Et puis il y a d'autres choses. Il y a des sur ces pierres tombales, les gens indiquaient leur métier, les gens pouvaient indiquer à quelles associations ils appartenaient. Donc ça, c'est la deuxième grande catégorie de sources textuelles. Et puis, il y a des sources qu'on pourrait dire non textuelles, qui relèvent de l'archéologie. On parle d'une ville de Rome où les vestiges archéologiques sont très importants. Dès qu'on creuse à Rome, on tombe sur des vestiges archéologiques, de monuments publics, aussi d'habitats, de lieux de culte. Et on conserve aussi beaucoup d'images de la ville de Rome. Enfin, beaucoup, on aimerait toujours en avoir plus, hein, mais on a des peintures, on a des mosaïques, on a des bas-reliefs. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de croiser toute cette documentation en posant des questions qui rassemblent l'ensemble qui permettent de rassembler les informations. Et les informations, c'est qui sont les habitants, j'allais dire, ordinaires de cette ville, le gros de la population, pas forcément les empereurs, pas les plus grands aristocrates, mais les gens qu'on croiserait dans la rue si on vivait l'expérience de se promener dans Rome aujourd'hui à 18h.